Alors, en ce qui me concerne, bonjour à tous et toutes. Le dogme d'aujourd'hui, ce sont les 400 coups, donc il fallait trouver un titre qui comporte le mot coup. C'était le principe de la journée. Et moi, donc, j'ai choisi mon coup de foudre ou plus exactement, le coup de foudre pour le métavers. Alors, les 400 coups, évidemment, c'est un hommage à Truffaut, c'est-à-dire un hommage à la nouvelle vague. Effectivement, quand on parle de métavers, on parle forcément d'une nouvelle vague, c'est-à-dire il y a eu un premier moment de disruption, qui était la nouvelle vague pour le cinéma. Moi, j'ai eu la chance d'en connaître 3 dans ma vie, c'est-à-dire le début de la musique électronique, qui était l'émergence d'une manière différente de penser la musique et le son. Évidemment, l'émergence du numérique. Et puis également, maintenant, un moment de disruption qui est peut-être le plus important, qui est celui de l'immersion. Alors le métavers, effectivement, on en parle un peu à tort et à travers. Quand on parle de coup de foudre, c'est un coup de foudre personnel, mais c'est aussi un coup de foudre global, puisque, comme je viens de le dire, on en parlait et on en parle un peu à tort et à travers. On mélange les NFT, les crypto-monnaies, le business, la poésie, la créativité, le spectacle vivant, etc. Et puis, la foudre, ça peut être dangereux aussi. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement destructeur. Et donc, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect éthique dont il faut poser les bases le plus rapidement possible. Et au fond, qu'est-ce qui est intéressant dans le métavers? C'est qu'en fait, on passe, au fond, j'ai oublié j'ai oublié ça. J'ai quelques petites. Je regarde pas mes messages en même temps. Hein. J'ai quelques petits bullet points, comme on dit. Oui, c'est ça. Je disais qu'on passe en fait de la représentation à l'immersion. Et au fond, le premier objet virtuel, c'est le livre. C'est-à-dire que quand on lit un bouquin, finalement, on imagine la tête des protagonistes, on devient acteur ou voyeur de l'action que l'on suit. Et donc c'est quelque chose qui fait partie de notre imaginaire depuis longtemps. Avec le métaverse, finalement, on passe une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'immerger avec son propre jumeau numérique. Et donc, la vraie question qui se pose pour nous, Français, c'est de savoir si on fera partie de ce prochain bouleversement sur le plan du soft power, comme disent les Américains. Parce que le problème jusqu'à maintenant avec l'Internet 2.0, ça a été finalement de faire l'erreur de trop séparer la production et la distribution. C'est-à-dire que le jus de cerveau, on en aura toujours, mais encore faut-il que ces créativités, ces créations que nous produisons dans le domaine du cinéma, de la littérature, de la musique évidemment, puissent trouver un auditoire. Et c'est là où, effectivement, il faut se poser la question de savoir est-ce que nous sommes capables de participer à la prochaine souveraineté numérique? Et est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Est-ce qu'on peut arriver à concevoir et à imaginer raisonnablement qu'on pourrait concurrencer Google, Facebook, etc., d'avoir un cloud, des plateformes, un moteur indépendant ou pas? Je pense que la vérité se trouve au milieu. Je pense qu'on ne pourra pas probablement arriver à une souveraineté totale en matière du Web 3.0 et en matière de métavers, même si ce ne sont pas exactement la même chose. Je m'explique. Je veux dire que je pense que, d'une part, on peut prendre comme modèle, il y a 30 ou 40 ans, l'idée d'Airbus. Quand on a commencé à concevoir Airbus, nous les Européens, les Français et les Allemands en particulier, tout le monde nous a ri au nez en se disant comment le leadership de l'aéronautique est-ce que les Européens peuvent participer à cette souveraineté? Et finalement, aujourd'hui, ça étonne plus personne. On est souverain dans le domaine de l'aéronautique. Et on est souverain pourquoi? Parce que les lignes américaines utilisent nos avions. C'est-à-dire que notre souveraineté, elle n'est pas seulement européenne. Pour qu'elle soit une vraie souveraineté, il faut qu'elle s'applique partout. Donc aujourd'hui, on est face à plusieurs défis. Le problème, c'est nous de savoir si on est capable, comme ça a été le cas il y a 30 ou 40 ans dans l'aéronautique, d'investir et de s'investir, avec les pouvoirs publics en particulier. On a la chance que les étoiles soient un peu alignées, avec d'une part
un État en France qui est sensible à l'innovation, qui est prêt à investir, avec des organes comme la BPI, comme France 2030, qui sont prêts à mouiller le maillot, si j'ose dire. Et puis aussi le ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui est totalement en connivence avec tous ces sujets et en harmonie avec tous ces sujets. Donc, on peut se dire que les startups françaises sont plutôt bien placées en Europe, plutôt mieux que d'autres. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus raisonnable de se dire, pour participer à une vraie souveraineté sur le plan français et européen, ce ne serait pas finalement de se dire on va se concentrer sur des briques technologiques et trouver éventuellement l'idée d'établir des joint ventures avec des grands acteurs internationaux, que ce soit américains ou chinois. Je voulais partager cette réflexion avec vous. Si on prend le cas de Google, par exemple. Google, aujourd'hui, c'est une entreprise industrielle. Ce n'est pas exactement la même chose que Facebook, qui est plus une entreprise qui est devenue industrielle, mais qui est une entreprise d'abord de communication. Et de se dire, finalement, est-ce que la solution, comme c'est le cas pour certaines entreprises, comme Renault, par exemple, c'est d'établir des vrais joint ventures, pas des joint ventures innocentes, pas naïves, mais des vrais contrats, avec le fait de pouvoir, justement, finalement, profiter d'une infrastructure existante sur la planète qu'on n'arrivera pas à rattraper. Ça, c'est quelque chose dont il faut se rendre à l'évidence, mais qu'en même temps, on fasse des contrats sérieux, dans la mesure où on peut se dire que la survie de Google dépend aussi de son efficacité en termes d'étanchéité dans les contrats qu'elle peut passer dans le domaine de l'industrie et dans le domaine de la culture. Donc on a une marge de manœuvre sur ce plan. Maintenant, quelles sont nos briques, si j'ose dire, technologiques et créatives qui nous permettraient d'accéder à cette souveraineté? Alors évidemment, dans le domaine de la culture, qui est mon domaine et notre domaine parmi nous, c'est le fait de se dire, il y a d'une part les startups qui s'occupent du contenu, qui sont souvent innovants, qui sont souvent en avance de beaucoup sur les Américains et sur l'Asie. Une autre voie, c'est le domaine de la régulation, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, les sujets éthiques, moraux et de propriété intellectuelle. Et là, on sait que la France, depuis toujours, est toujours en tête sur ces sujets, et que toutes les dispositions qui sont faites ici, en France, dans ce domaine, ont toujours un effet domino. C'est-à-dire que le monde nous regarde sur ces plans. Et à ce sujet, je partagerai avec vous une anecdote, c'est qu'il y a 2 ans et demi, le président Xi Jinping en Chine a posé une question à son entourage en disant, finalement, à votre avis, quel est le continent le plus influent? Alors, évidemment, les gens autour ont tout de suite dit, c'est la Chine. Non, c'est pas la Chine, répond le Xi Jinping. C'est les États-Unis. Non, c'est pas les États-Unis, c'est l'Europe. Donc, l'entourage de Xi Jinping, un peu interloqué, demande pourquoi. Il dit parce que l'Europe a une légitimité en matière culturelle et en matière intellectuelle. Et ceux qui, dans le monde, ont cette légitimité, finalement, c'est eux qui sont influents. Donc, ça veut dire que on a ce potentiel, on le sait. Maintenant, on a un problème, nous, c'est un problème d'échelle, ce qu'on appelle le problème de scaling en anglais, c'est-à-dire le fait que la taille des États-Unis fait qu'ils peuvent passer très très bien et très facilement d'une échelle innovante ou de création d'entreprises ou de création de contenu, simplement en s'appuyant déjà sur leur propre démographie. C'est la même chose en Chine, je dirais même en pire, ou en tout cas en plus développé. Nous, on a ce problème-là, qui est le fait qu'on a du mal à passer cette échelle. Je donnerai un exemple. Si on prend l'Italie, l'Italie a inventé la pizza et l'Italie a inventé l'expresso. Mais aujourd'hui, c'est Pizza Hut qui a le marché et c'est Starbucks qui a le marché des expressos. On voit à quel point on a ce problème qui vient de plusieurs raisons, qui est le fait que ça n'a jamais été une obsession nécessairement pour les Européens d'aller conquérir le monde sur le plan du soft power, moins que les Américains en tout cas,
Et puis, en même temps, il y a aussi le fait qu'on a des réglementations, à mon sens, trop strictes en termes de, je dirais, de loi antitrust. Les Américains n'ont pas du tout ce problème à cause de la taille de leur pays. Et les Chinois n'en ont pas, puisque de toute façon, c'est le gouvernement qui décide. Je donnerai un exemple. Si on prend Alstom et Siemens, par exemple, on ne voit pas pourquoi, si on prend le problème du fait que ces deux sociétés, ces deux compagnies n'ont pas pu se fédérer, est une décision qui vient d'une mentalité purement européenne. Ça n'existerait pas aux États-Unis. On n'imaginerait pas une société du Texas qui pourrait pas fusionner avec une société de l'Iowa, par exemple. Et donc tous ces éléments sont des éléments sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, nous, créateurs, et nous, sur le plan de la culture en particulier, mais dans tous les domaines, qui est le fait de se poser la question de savoir s'il ne faut pas changer de paradigme, à un moment justement où on a la possibilité de le faire. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, les acteurs d'aujourd'hui en matière technologique ne sont pas nécessairement les acteurs de demain. Prenons un exemple. Par exemple, les compagnies de transport maritime, qui étaient des géants du transport à l'époque à travers la planète, ne sont pas devenus les géants du transport aérien. Et donc, en fait, il n'est pas du tout certain, même si nos amis de Meta sont dans les parages ici dans l'immeuble, que ce soit Facebook ou Meta qui est nécessairement une légitimité même industrielle à devenir les maîtres du monde sur le plan du métaverse, et que on a vraiment un ensemble d'opportunités qu'il faut saisir. Et d'ailleurs, si on prend le cas de Facebook et de Meta, les difficultés de Facebook aujourd'hui le montrent d'une certaine manière. On a des opportunités qui font que ces géants de ces dernières décennies ne sont pas nécessairement les géants de demain. Et pourquoi pas imaginer qu'on fasse partie justement, non pas de ces géants, mais en tout cas d'une souveraineté qui puisse justement nous apporter notre liberté de créer, pour les gens, des acteurs de la culture, de pouvoir justement continuer à promouvoir, parce que finalement c'est ça qui est important, notre vision du monde, nos convictions en matière de liberté d'expression. Et puis, oui, il faut que je termine, donc ça tombe très bien parce que j'ai fini. Donc je voudrais terminer pour dire que, vous savez, en Formule 1, en fait, il est impossible de dépasser 15 voitures sous le soleil. Mais en revanche, ça devient tout à fait possible les jours de pluie. Et vu le temps, je pense que la saison des pluies commence pour nous et qu'il n'y a aucune raison que nous n'y arrivons pas. Merci beaucoup.